effectivement, elle aura un impact. Elle a elle impacte déjà même en ce qui concerne la communication. Non, c'est à quelques jours des indépendances et la fête nationale qu'on veut faire la marche. Oui, c'est comme ça. C'est ce qu'on va faire. Cette marche-là va les impacter. Est-ce que c'est impacté seulement? Cette marche-là, on va la faire. Moi, je ne suis pas sûr qu'ils vont donner l'autorisation. Parce que quand on veut faire une marche, on informe le gouvernement de ce qu'on veut faire. C'est ce qui va être fait en bonne et due forme. Ils ne seront pas d'accord d'accepter la demande. Ça ne va pas les plaire, mais ils ne peuvent pas dire non. C'est là le grand souci. Tu vois un peu, non? C'est comme tu ne veux pas quelque chose et puis bon, comme tu es dans l'obligation d'accepter, tu acceptes quand même. On va leur démontrer, quand on parle de mobilisation en Côte d'Ivoire, qui détient ça. On va leur démontrer par cette marche-là que les Ivoiriens sont fatigués d'être marginalisés dans leur propre pays au profit des étrangers. On va leur démontrer qu'en Côte d'Ivoire, on peut être un. On va leur démontrer que notre pays là, il faut qu'on le reprenne. Il ne faudrait pas qu'on vienne nous endetter et puis partir et après on va en subir les conséquences. Comme l'Argentine et autres qui souffrent actuellement. Non. On va leur démontrer qu'on peut faire la politique autrement avec les menus. On va leur démontrer que pour prendre une décision, on n'a pas besoin d'aller chaque semaine en France et revenir. Donc cette marche, elle aura un impact. Mais André, je ne pourrais pas prendre la parole, mais je vais rester en haut parce que j'ai mon collègue qui est arrivé. Monsieur Binko, okay. Je ne sais pas si je peux rebondir sur ce que Auriol vient de dire tout à l'heure. Oui. Je n'ai pas encore fini. Il a pris la parole parce que quand on intervient, moi, je vais être tranquille. Donc, quand je suis en train d'interviewer, que quelqu'un prend la parole, j'arrête. Pendant 1 heure. Il faut qu'on fasse. Je suis désolé. D'accord, ok, ça marche. Okay. Donc, vous voyez un peu le 2 là. Faites votre marche en Europe. Là, il n'y a pas de souci. Nous, on aura notre marche le 2. Et ce combat là, il faut dire que c'est des réservations. Ce combat là, nous allons le mener. Elle va démontrer la marche. En fait, c'est à partir de la marche du 2 là qui va donner l'orientation, la réflexion nécessaire au chef de l'État quand il va vouloir s'adresser, même si c'est pas normal, au peuple ivoirien. Mais quand tu vas avec des trucs de Boaké, comment dirais-je, l'indépendance ou bien quoi, est-ce que nous on est indépendant? Toi tu es indépendant, tu es sûr que tu es indépendant? Non, ça me plaît pas ces mots-là. Une fête nationale, je suis d'accord. Une fête nationale, on n'est plus un pays colonisé, d'accord, mais on n'est pas souverain. Nous ne sommes pas un État souverain, c'est pas possible. Un État souverain, c'est l'État qui a sa monnaie. C'est l'État, avant de prendre ses décisions, il ne va pas voir son maître. Non. Mais c'est l'armée française qui défie la Boaké. L'armée française a laissé le 43e Bima, maintenant c'est à Boaké que l'armée française est. L'armée française n'a jamais quitté la Côte d'Ivoire. Là, tu sais qu'on est des Boaké. Ouais, je confirme, mon frère. Donc, il ne faudrait pas qu'on nous dise que non, le défilé là, c'est folklorique. Ça ne va rien apporter. Mais seulement ce que ça va apporter, c'est que la marche du 2 là, ça va orienter ce que le président va dire. On va marcher sans casser quelque chose, rien. Ça sera une marche tellement pacifique. Mais il y aura des génies même qui vont commencer à marcher avec nous. Tellement le nombre sera tellement incommensurable. La communication a déjà commencé. Elle est forte. On communique dessus fort. Le 2, je n'ai pas trop parlé. Après le 2, juste la nuit du 2, fais notre live TikTok et tu verras ce qui s'est passé. Ça c'est sûr. Même le jour J, on va lancer, puisque vous serez sur le terrain, donc on va vous permettre au moins d'ouvrir vos caméras et puis de nous montrer un peu comment ça se passe. Pour que nous aussi, s'il y a les microbes qui veulent s'ingérer, on puisse enregistrer les vidéos pour envoyer à la communauté aussi internationale. En fait, l'Ivoirien n'a plus peur de quoi que ce soit. L'Ivoirien n'a plus peur. En fait, c'est la remarque que j'ai faite. On est trop resté silencieux. On a trop accepté. C'est des choses qu'on ne doit plus faire. Dans la vie, là, tout compte fait, on va partir. Les forces de l'ordre, là, c'est des gens, c'est des frères. On ne peut pas te demander de tuer des gens au menu et puis tu vas le faire, c'est pas possible.
Même quand, même quand ils vont vouloir tirer, d'autres vont les empêcher pour dire arrêtez. C'est comme ça. Donc, ça va bien se passer. Comme si vous le dit, tout va bien se passer. Voilà. Comme il y a d'autres qui vont intervenir, donc je laisse. Voilà. C'est ça. En fait, je tenais vraiment à te dire merci parce que tu as toujours répondu à mes appels. Lui, c'est un ami personnel. Hein. Voilà, à tout moment, quand on est en live, je l'appelle. C'est lui que j'ai appelé quand on était en ligne. C'est lui que j'ai appelé pour dire parce qu'il était là et puis voilà. Je rappelle que c'est un frère de lutte de longue date. Lui et moi, on a fait l'université ensemble et on était vraiment des lutteurs aguerris depuis le campus jusqu'à ce qu'on vienne dans la vraie vie. Donc, la lutte qu'on mène aujourd'hui, là, c'est pas que sur les panels. Voilà, dans notre vraie vie, on a lutté. Aujourd'hui, je suis pas en Côte d'Ivoire. Lui, il est en Côte d'Ivoire. Donc, quand j'ai une lutte aussi qui se fait au niveau digital, voilà, je l'appelle et puis il donne aussi son avis. Il est en Côte d'Ivoire, il va marcher. Et moi, je sais que il n'y a pas son garçon qui peut s'arrêter devant le soul to soul. Voilà, depuis le campus. Quand on dit soul to soul, il sait de quoi il s'agit. Donc, les frères, on va laisser la parole à M. Ishimoku qui voulait, je ne sais pas, se prononcer sur ce que M. Ouais, en fait, les gars. Il peut avoir une petite motion, s'il vous plaît. Merci. Je voulais dire aux frères d'à côté que, s'il vous plaît, les marches sont pacifiques. Les marches sont dans la Constitution. Quand vous estimez que les choses qui ne vont pas bien, vous pouvez marcher. C'est la loi même qui le permet et c'est la loi c'est les autorités même qui protègent cette marche-là. Pour que ça se passe bien dans de bonnes conditions, sans cassure, sans agression, tout et tout. Mais moi, je ne sais pas pourquoi les gens ont peur de la marche. Parce que avant cette marche-là même, les gens avaient prévu que la population d'Abobo veut marcher pour dire que le président n'a qu'à maintenir sa candidature, qu'il n'a qu'à être candidat. Ils ont fait des vidéos dessus, nous on n'a pas réagi. Personne n'a réagi, ok. Mais pourquoi? Pourquoi c'est à la marge de l'opposition que les gens veulent réagir, je ne sais pas. Ils voient déjà l'impact que ça peut causer, ou bien, je ne sais pas. Et moi, je ne sais pas. Parce que moi, je vois que ça sera une douille, gars. La marche de Dieu, là. C'est la Côte d'Ivoire qui va marcher, c'est pas. Oui, c'était ma petite émotion. Vas-y, mon. Et puis, ce qui me plaît. Laisse-moi le ballon. Juste 60 secondes, c'est bon? Oui. Voilà. Et faites la remarque, hein, le jour de la marche de Dieu, là, mais à la veille, le RAGP va organiser une autre marche. Et ils sont spécialistes dans ça. Le jour où l'opposition organise quelque chose, le même jour, ils organisent un truc. Donc, c'est ce que je voulais ajouter. Non, ça sera du douille. Les monsieur Léo, ça sera vraiment du douille, t'inquiète. Vraiment, on compte sur vous, les gars. On vous soutient. Et puis, bon, c'est quelque chose qu'on avait. Monsieur Ishimoku, allez-y. Je voudrais dire à Mr. Léo, aux membres, à mes frères de l'opposition sur ce panel que la marche ne ferait personne. Depuis 90, vous marchez, vous n'êtes jamais arrivé à destination. Ce n'est pas maintenant que vous allez faire quelque chose. Moi, très clairement, quand vous finissez de manger, si vous avez besoin de l'eau, manger et tout, là, normalement, on peut vous apporter de l'eau. Si vous finissez, rentrez chez vous. Voilà. Maintenant, il y a certains éléments égarés parmi vous qui vont peut-être essayer de casser des trucs, de faire certaines bavures. Peut-être que c'est là qu'il y aura un souci. Sinon, vous marchez, tu finis de marcher, c'est ton corps, c'est ta tête, c'est ton pied. Si tu veux, faut marcher de Dabobo jusqu'à Bassam, c'est toi qui vois. Tu t'es fatigué au retour, tu apprends un yango pour entrer ou bien tu apprends un baka, je sais pas quoi. Bon, bref, moi, votre marche là, ça me dit rien. Vous marchez, c'est votre pays, vous avez le droit de marcher. C'est vous qui voyez. Et ce qui m'interpelle, allez-y en même temps pour votre prise de parole. Ce qui m'interpelle, c'est que Auriol, il a parlé de tellement de contre-vérités. Il a dit ici que c'est le président Ouattara qui aurait envoyé une déchirure au niveau de la couche sociale quand il est arrivé en Côte d'Ivoire. Je dois déjà rappeler à Auriol que bien avant l'arrivée du président Ouattara sur la scène politique, il y a déjà une première rébellion en Côte d'Ivoire. Et celui qui était à la base, il s'appelait Krabou Nyabé. Il y a eu des attaques entre des Baoulés et des Bétés en son temps. Ça, c'était une déchirure de la couche sociale. Ce n'est pas le président Ouattara qui était à la base.
Il y a certains même qui ont voulu qu'une partie de la Côte d'Ivoire ait son indépendance. Ils avaient baptisé ça la terre de Burni. Ce n'est pas le président Ouattara qui est à la base. Sauf si tu veux me dire que les personnes qui ont dit à cette époque-là n'étaient pas importantes. En 95 aussi, après l'élection, il y a eu des localités où les Baoulés et les Bétis se sont affrontés. Dans certaines localités. C'est pas à cette époque, Bédié même avait interdit des élections législatives et municipales dans ces contrées-là pour punition et tout ça. Et ça, c'était pas le fait du président Ouattara, quoi. En 90, celui qui a fait descendre les gens dans les rues, 92, pour traiter Oufo de voleurs, pour envoyer des cassures et tout ça, ce n'est pas le président Ouattara. Donc, quand tu dis des choses, il faut dire les choses telles qu'elles sont, quoi. C'est important. Tu disais que le président Ouattara est venu en 90, que c'est lui qui a envoyé les problèmes en Côte d'Ivoire. Alors que ce sont les problèmes même qui ont fait appel au président Ouattara. Quand il est arrivé, le discours du feu Bani est encore là. Peut-être que tu connais plus la Côte d'Ivoire ou l'état financier de la Côte d'Ivoire à cette époque-là que Oufo Bani lui-même. On était presque en cessation de paiement. On avait un état en faillite, en fait. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Oufo lui-même qui le dit. Sauf si tu me dis que Oufo, c'est un menteur. C'est dans ce sens-là que le président arrive. Et dans une situation pareille, il y a des décisions qui sont prises. Ce ne sont pas peut-être forcément les très bonnes décisions. Mais il y a des décisions qui arrivent à un certain moment à l'État. Il y a des États qui prennent certaines décisions pour sauver l'économie. Et c'est ce qui a été fait. Parce qu'à cette époque-là, si ces décisions-là n'étaient pas prises, on ne sait pas où la Côte d'Ivoire allait être, quoi. Et quand tu parles du titre de séjour, oui, c'est vrai. Le président Ouattara est venu trouver le dossier du titre de séjour sur la table. Et c'est lui qui a donné son OK parce qu'il a estimé que ça allait permettre à l'État de Côte d'Ivoire de renflouer un peu son économie. Et après, tu t'es dit que on s'est rendu compte que les gens du Nord ont le même nom que les gens du Burkina, Mali, c'est vrai. Mais tu as oublié aussi de souligner qu'il y avait des Kofis aussi au Ghana. Il y avait des Kofis au Togo aussi. Des noms du Sud, comme les Koudou, machin, ça se retrouve aussi au Libéria. Pourquoi vous ne confondez pas ceux-là à ceux du Sud de la Côte d'Ivoire? Pourquoi c'est typiquement ceux du Nord que vous confondez? Ou bien un Kofi du Togo, là. Quand tu prends sa pièce d'identité, pourquoi tu ne le confonds pas au Kofi de la Côte d'Ivoire? Tu vois? Il n'y a que toi. Même Gbagbo lui-même a reconnu que les gens du Nord étaient discriminés. Robert Gueye l'a reconnu. Et toi, tu viens dire ici que non, ce n'est pas vrai. Il faut éviter ce genre de choses. Tu ne peux pas parler de ça parce que tu n'as pas vécu. C'est nous qui avons vécu ça. Moi, je sais de quoi je suis en train de te parler. J'en ai souffert aussi. Et j'ai des preuves. Et donc, il ne faudrait pas que tu viennes, n'est-ce pas, banaliser la souffrance des gens. Moi, je peux être d'accord avec vous, votre amour pour le président Laurent Gbagbo. Mais c'est très bien. Vous avez le droit de l'aimer, vous avez le droit de dire ce que vous voulez, il veut revenir au pouvoir. Ça, c'est votre droit, il n'y a pas de souci. Voilà. Moi aussi, j'ai le droit d'aimer le président Ouattara ou autre personne, quoi. Mais en même temps, il ne faudrait pas venir tronquer mon histoire. Ce que j'ai vécu, tu ne dis pas que c'est faux. Et c'est réel, en fait. Et votre marche, si vous connaissez le président Ouattara, vous allez savoir que votre marche n'aura aucun impact sur sa décision. C'est quelqu'un qui n'est pas émotif. Il ne prend pas sa décision avec émotion, vous le savez. Ce qu'il va dire le 7 août, là, c'est déjà écrit, tout est déjà prêt. Il sait ce qu'il va dire. Donc, votre marche n'aura aucun impact. Et si vous estimez que le président Ouattara ne doit pas faire un deuxième mandat de la Troisième République, il faut être conséquent avec vous-même. Parce que ce qui donne l'occasion aujourd'hui à Thiam d'être candidat, c'est parce que la Constitution a été changée. Et c'est parce que la Constitution a été changée que le président Gbagbo peut espérer se représenter. Parce que dans l'ancienne Constitution, les mandats étaient limités à quoi? On avait une limitation d'âge qui était de 75 ans. Et Thiam, pour être candidat, il fallait habiter en Côte d'Ivoire 5 années consécutives, ce que Thiam ne respectait pas dans l'ancienne Constitution. Et donc, ces deux relations se basaient uniquement sur l'ancienne Constitution. Ces deux-là étaient déjà éliminés. Ils ne pouvaient pas être candidats. Et donc, si vous reconnaissez que nous sommes dans une nouvelle constitution et que cette nouvelle constitution-là permet à monsieur le président Gbagbo de se représenter ou encore à Thiam de se représenter, alors pourquoi vous remettez en cause, comment on appelle, le mandat du président Ouattara dans la nouvelle république, en fait? Je me rappelle, lorsque le président Gbagbo a été élu, parce qu'il a été le premier président de la Deuxième République. Il a dit, je suis le premier président de la Deuxième République. C'est parce que l'ancienne République a mis tout le compteur à zéro. Il n'a pas dit, il aurait pu dire, je suis le deuxième président de la Côte d'Ivoire.
Ben, il dit, je suis le premier président de la deuxième République. Ça veut dire que l'ancienne République est là. Ça dit, tout le compte a été mis à zéro. Et pour ceux qui suivent l'histoire savent que cette nouvelle constitution qu'on a votée en 2016, c'était même un projet aussi validé par Laurent Gbagbo. J'ai des vidéos où il parlait que quand il va venir au pouvoir, il va changer la constitution, il y aura un Sénat, il y aura ci, il y aura ci. La première personne à qui j'ai entendu le mot Sénat dans ma vie, c'est Gbagbo Laurent, pendant les campagnes de 2010. Et donc, il est aussi comptable de la constitution de 2016. Et les personnes qui disent ici que c'est faux, je vais chercher la vidéo tout de suite et puis je vais la mettre. Ok. Merci, monsieur. Quand vous dites que vous êtes dans une histoire de photocopie, là, vous voyez, non. Donc, quand le président Laurent Gbagbo dit que si vous prenez, vous faites ça de façon... C'est la mauvaise des manières, en fait. Donc, il n'y a pas de... Non. Faut pas on va laisser la parole à... Attendez, je peux lui faire une motion, s'il vous plaît. Oui, vous allez faire votre motion. Monsieur, allez avec votre motion rapidement. Ok. Le monsieur là vient de parler, il s'appelle Ishimo, c'est ça? Vous venez de parler là. Est-ce que vous avez lu réellement la Constitution avant de venir dire tout ce que vous avez dit? Et d'ailleurs, vous venez de dire que la rébellion était une bonne chose, que ça a apporté une très bonne cohésion au pays, par vos paroles. Hein. Selon vos paroles, c'est ce que je suis en train de dire. J'ai bien écrit. Hein. Et que les milliers de personnes qui ont été massacrées à cause de la rébellion, c'était une très bonne chose. Voilà. Parce que là, vous avez, dans vos narratifs, on a senti ça. C'est vrai ou faux? Voilà les trois questions que je voulais poser. L'article 55, l'article 183 de la Constitution et tout ce que vous avez dit. Voilà. S'il te plaît. Tu es dans un panel. Il y a sérieux. Ici, là, quand j'ai fait mon exposé, en aucun cas, j'ai pas... Non, vous avez dit que vous avez souffert. Vous avez dit que vous avez souffert et que les gens crachent sur vos souffrances. Et que la rébellion a permis qu'aujourd'hui, vous puissiez... Non, mais c'est ce que vous avez dit. Mon frère, s'il te plaît. Je pense que si ce panel-là, tu as tes amis et frères pro-Gbagbo, s'ils sont honnêtes, ils te diront que je n'ai jamais parlé de la rébellion. Mais c'est ce que vous avez insinué. Vous avez insinué ça. La souffrance dont vous avez parlé. La souffrance est venue par où? Et votre délivrance est venue par quoi? Est-ce que autant de... Votre délivrance est venue par quoi? Et la souffrance est venue par où? Est-ce que autant... Non. Parce qu'en fait, ce que tu dis là, il faut savoir ce que tu dis avant de t'exprimer sur un sujet. Je me suis exprimé sur ce que Auriol a dit. Parce que Auriol a dit tout à l'heure qu'avant que le lait ne coule, il y a quelqu'un qui parlait de discrimination. Et Auriol a justifié cette discrimination. Donc vous étiez discriminé, à votre avis? Mon frère, il faut me laisser parler, s'il te plaît. Si tu n'as pas compris quelque chose, tu me laisses t'expliquer. Auriol a dit ici. Bon, explique. Auriol a dit ici que le gars aurait dit que la population du Nord était discriminée et que lui, ça lui faisait rire. Et que le président Ouattara a mis la carte de séjour et qu'après, on se rend compte que les gens du Nord ont le même nom que les gens du Mali, du Burkina, etc. Et là, ça crée une confusion. Tu comprends ou pas? Du moment où ça crée déjà une confusion dans la tête de certains, les personnes qui font ces fouilles-là, certains, il y a forcément une discrimination là. Et donc, je pose la question à Auriol. Oui, c'est vrai. Les gens du Nord ont le même nom que Mali, Burkina, etc. Il n'y a pas de souci. Maintenant, ça, là, ça crée une discrimination. Parce que ce n'est pas moi qui le dis. Il y a Gueye Robert qui l'a dit, Gbagbo Laurent lui-même l'a dit. Et donc, ce que j'ai dit là, je paraphrase juste Gueye Robert et Gbagbo Laurent. Et je relis ça à ce que moi-même j'ai vécu. Et je pose la question, le débat que je mets sur le sujet ici. Quand tu vas au Ghana, il y a des Kofi. Au Togo, au Bénin et tout ça, il y a des Kofi, il y a des Kwame là-bas aussi. Au Libéria, là, il y a des gens qui ont le même nom que nos frères de l'Ouest. Parce que moi, j'ai été au Libéria aussi. Maintenant, pourquoi eux, ils n'étaient pas discriminés? Et que c'était uniquement les gens du Nord qui étaient discriminés. Tu comprends ou pas? Et ce que j'ai dit, c'est réel. Et je n'ai pas aussi ici parlé d'une quelconque rébellion. Et j'ai dit ici cette discrimination-là. J'ai dit ça parce que tu dis que vous avez souffert de cette discrimination dont vous parlez, que je ne sens même pas que c'était une discrimination.
En ce sens C'est-à-dire, que, en ce sens, attendez. mon En frère ce Nawel, sens que, je vais te poser une question. oh, Si tu es mais honnête, pourquoi tu parles? non, je te pose Tu une me poses question. des questions, je te réponds, tu Non, ne je veux pas te pose répondre. parce que si tu es en train de Mais vous déplacer êtes mes comme sujets, ça, vous, non. les gens du... Vous avez un ADN de disputes, mais pas de discussion. Il faut discuter, mais pas disputer. Non, parce que Il faut vous te avez taire. l'art de mentir. Tu vois ou pas? Je ne mens pas. Non, Je ne mens pas. ne dis pas Parce ce que je n'ai vous pas venez de dit. dire, Ne dis attendez. pas ce que je n'ai pas dit. Tu Moi, je ne comprends ou dis pas pas? de contre-vérité. Au Parce contraire, vous que dites de contre-vérité. C'est de contre-vérité que vous non, non, dites. non, non, ce que tu dis, ce Ok, n'est pas vrai. ok, Mais non. ok. Mais Ce qu'on va attendez, faire, les mais gars, si moi les je gars, prends, si on... ce qu'on va Le, faire, do- ce qu'on va le doyen faire, Peskov. oui, ce qu'on va faire, je crois que, bon, le gars, il a fait une petite motion en même temps, il a eu ses 5 minutes de parole et il a plusieurs fois mentionné Monsieur Oriol Bailly. Si Monsieur Oriol Bailly veut se prononcer, je laisse mais ces gens des narratifs faire de telle sorte que c'est des gens qui croient que nous, oui, on n'a pas un cerveau pour réfléchir. ok. Et D'accord. quand ils Vous parlent, allez, ils Je viens oublient, de, ils vous allez, ils s'oublient eux-mêmes. ok, ok. vous Et allez je n'ai avoir, les gars, attendez, s'il vous plaît, attendez. Parce qu'il y a des personnes qui sont là, qui veulent aussi réagir, qui veulent aussi poser certaines motions. Et vous allez, chacun va avoir sa prise de parole, ne vous inquiétez pas. Monsieur Oriol, vous avez 2 minutes pour réagir sur ce que Monsieur Ishiboku a dit là. Et puis après ça, on va passer la parole à une nouvelle personne, s'il vous plaît. Ok. Merci beaucoup, Blessing. D'accord. Mon frère Ishimoku, merci pour ton intervention. Voilà. Ce que j'ai dit là, c'est très simple. C'est pas que des contre-vérités. J'ai dit et j'aurais dit. En 1990, le président actuel a, comment je peux appeler ça, à celui qui a normalisé cette histoire de carte de séjour. Et la carte de séjour a déchiré le tissu social ivoirien. La carte de séjour. Parce que dans ton intervention, tu as dit que les gens, il y a des Kofi au Ghana. Oui, mais le Kofi du Ghana, quand il vient et quand on lui demande sa pièce d'identité, il ne trouve pas de discrimination. Il montre sa carte nationale d'identité. Le Koudou qui est quitté au Libéria qui vient là, quand on lui demande à la frontière, ou bien quand il est au pays, il est en train de faire ses activités, qu'on lui demande sa carte nationale d'identité, il ne trouve pas que c'est un peu trop, il ne trouve pas que c'est discriminant. Au contraire, ce sont nos frères du Nord qui ont trouvé que c'est discriminant. Pourquoi dans eux-mêmes leur pays et qu'on demande leur identité? C'est ça, en fait, c'est le souci qui est là. Sinon, le Kofi, le Kwame du Ghana, quand il vient, on lui demande sa pièce, il montre sa pièce, il ne s'est jamais plaint pour dire que c'est discriminant. Jamais de la vie. Les gars, ils sont en bas. Pendant que vous tapotez, ils sont là, ils signalent. Donc, dès que vous arrêtez de tapoter là, ça saute. Hein. Ah, d'accord, ok, il n'y a pas de souci, je tapote en même temps. Vous voyez un peu? Les gens ne sont jamais plaints. Non, vous qui êtes en haut là, ne tapotez pas trop, parce que ça va baisser l'audience. Vous pouvez juste écrire dans les commentaires good life, ou bien, voilà, bon partage les autres. Ok. Vous voyez un peu, des gens du truc, comment dirais-je, du Libéria et autres, ils sont là, ils viennent, ils sont nombreux, les Ghanéens sont pleins en Côte d'Ivoire, mais ils se sont jamais plaints. Vous voyez un peu? Ce sont nos frères du Nord. Et puis bon, nos frères du Nord, même quand on parle de nos frères du Nord, eux, ils se plaignaient pas trop. Mais ce sont des étrangers devenus ivoiriens qui avaient l'habitude de se plaindre. Parce que nous, comme nous autres, là, on n'a pas 2 pays. Il y a des gens au Nord qui n'ont pas 2 pays. Il y a des gens au Sud qui n'ont pas 2 pays. Mais il y a des gens qui quittent leur pays et puis ils viennent chez nous et puis ils obtiennent notre nationalité. Et ils créent des soucis. Après, ils retournent chez eux et puis nous, on est là, on est dans les problèmes. C'est de ça que je parle. Vous voyez un peu? Donc, cette histoire de marginal, comment on dit, de déchirure du tissu social, là, la carte de séjour, comment dire, en fait partie. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il est venu sur les crises bien avant Alassane Dramane Ouattara. C'est vrai. Les crises dont il a parlé, ce sont des faits avérés. Voilà. Je suis historien, donc ce sont des faits avérés. Et il faut dire qu'il n'y a pas un État, il n'y a pas un continent ou bien un village où il n'y a pas eu de conflit interne. En interne. Donc on a toujours su régler ça avec la manière qui va avec. Mais depuis que, je leur ai dit, voilà, depuis que le président actuel, c'est vrai,
l'ajustement structurel, on avait un problème d'argent et autres avec Houphouët-Boigny, avec les Turcs, on l'a appelé, oui. Mais on l'a appelé pour enfoncer encore plus l'État du Côte d'Ivoire. Quand il est arrivé, il a enfoncé l'État du Côte d'Ivoire. Ah, c'est clair. Parce que la solution qu'il a eue là, en tant qu'économiste hors grade, c'était de privatiser toute notre société publique. Donc, voilà, ce que je peux dire, c'est un peu ça. Ok. Je peux répondre à ça, voilà. J'ai oublié d'autres choses qu'il a dit, mais voilà, c'est un peu ça. Voilà, il y a aussi d'autres camarades qui vont rapidement se prononcer. Bon, le vieux père Pescov, lui, il est toujours avec nous. Hein. On va laisser la motion de M. Nemne rapidement et puis on va passer la parole à M. Bonti. Merci beaucoup. Bonjour, Blessing, comment tu vas? Ouais, super, mon frère. Léo, on dit quoi, mon frère? Je salue le vieux père Naoulé. Oriol, salut à toi, fils de Dieu, salut tout le monde. Je salue aussi Ishimoku. Il y a des noms chinois aussi en Côte d'Ivoire, ils ne savaient pas. Non, asiatiques. En fait, j'ai bien écouté, parce que je viens de tomber sur le live, j'ai bien écouté l'intervention du frère Ishimoku. Mais moi, c'est la même question là que je repose très souvent à mes frères qui disent qu'ils ont été marginalisés, qu'ils ont vécu beaucoup de choses. Quand l'actuel chef de l'État est venu à la tête, au secours de l'État ivoirien, là, le problème pour lequel il était venu là, il a été réglé ou pas? Jamais. Ça, c'est la première question. La deuxième question, qui était le chef, comment on dit ça? Qui était le général des corps armés ou bien le chef suprême des armées à l'époque? Qui commandait les corps habillés qui faisaient le contrôle là? Y avait-il pas de nordistes parmi les soldats qui faisaient le contrôle là? Si Ishimoku peut bien répondre à ces quelques questions là, s'il vous plaît. Les gars, j'aimerais que vous m'écoutez très attentivement de ce que je vais dire, parce que ce sujet-là, je ne vais plus revenir là-dessus, même si je suis sur ce panel la fin, je ne vais plus revenir là-dessus. Il faut m'écouter très bien. Oriol, ce que tu as dit là, ce n'est pas vrai, ce n'est pas exact. Moi, je vais te dire aujourd'hui, quand moi je parle de discrimination là, ce n'est pas qu'on te demande ta pièce d'identité. Le fait est que en Côte d'Ivoire ici là, il y a des moments qui sont passés où moi j'ai le nom du Nord, je présente ma pièce d'identité ivoirienne, mon passeport ivoirien. L'armée prend, que ce soit dans le corridor, les barrages, il prend, il déchire ou il jette, il dit je ne suis pas ivoirien. Et ce que je suis en train de te dire là, j'étais juste sur la tête de mes enfants, c'est vrai. Mon oncle a été descendu, pour ceux qui connaissent la zone de Gagnois, quand tu quittes Gagnois, entre Laouda et Gagnois, on l'a descendu de nager sous le goudron chaud. Parce qu'il a présenté sa pièce d'identité, on dit qu'il n'est pas ivoirien. C'est de ça, c'est de cette discrimination-là que moi je parle. Et toi là, ceux qui sont sur ce panel-là, vous pouvez dire c'est faux, il n'y a pas de souci parce que vous n'avez pas vécu ça. Et c'est ça qui fait mal en fait. Je m'en fous qu'on dise un Malien, je m'en fous complètement. Ce qui m'intéresse là, c'est moi. Je dis, il y a des millions, des millions de nordistes qui arrivaient dans des institutions et tout ça. Tu demandes, à l'époque, ils demandaient un certificat de nationalité, mais on ne te donne pas. Tu montes tes pièces, tu montes ta carte, tu montes ta pièce d'identité, tu montes ton passeport. Mais ça ne compte pas. Tout simplement, tu as un nom qui vient du nom. C'est de cette discrimination-là que je parle. Je vous jure, vous ne pouvez pas comprendre parce que vous n'avez pas vécu ça. C'est comme si vous, peut-être que vous avez vécu des choses dans votre localité. Je ne dis pas que c'est faux. C'est d'ailleurs pour ça que quand un opposant vient me dire j'ai vécu telle chose, je ne dis pas que c'est faux parce que je n'ai pas vécu ça, je n'étais pas là-bas. Mais moi, je parle de ce que nous avons vécu. Et ce que nous avons vécu là, c'est réel. Et c'est tellement réel que Gbagbo Luna lui-même a parlé de ça. Il a dit quand les gens présentent leur nom, comme c'est un nom qui est en consonance nordique là, les gens prennent de l'argent avec eux. Et c'est bien même quand on prend uniquement l'argent avec toi, ça qu'on t'a sauvé, frère. Parfois, on prend cette pièce d'identité là, on déchire, parfois on te matraque, je vous jure que c'est vrai. Mais ça là, sur ce panel-là, vous n'allez jamais reconnaître. Sur ce panel-là. Il faut qu'on arrête. Mais ce que je dis là, ce que je dis, c'est vrai. S'il te plaît, mon frère, on est dans une période très sensible. Il faut arrêter ça. Ce que je dis, c'est vrai. Ce que je suis en train de dire là, si je parle de ça. Ok, les gars, on va arrêter. Si je parle de ça là, c'est parce que Oriol a dit que ce n'est pas vrai.
Sinon, quand laissez- j'ai commencé à parler, je ne suis pas rentré dans ces détails-là. Parce que je sais que c'est un passé qui est douloureux, je ne parle pas de ça. Mais quand je parle de... Je viens, mon frère, Léo, Mr. Léo, s'il te plaît, je viens. Moi, je venais parfois sur ton live ici. À l'époque, mon nom, c'était Momo. Maintenant, j'ai changé. Mais je ne rentre jamais dans les invectives, vous voyez, les frères. Je préfère que ça soit Momo là pour que ça soit un peu plus facile. Donc, non, moi, je suis trader. Donc, parfois... Léo, ouvre ton micro. Ton micro est fermé, s'il te plaît. Ok, désolé. Est-ce que vous dites, je dis pas non, je dis pas que vous êtes en train de mentir. Ok, il n'y a pas de souci, on peut vous le concéder tout cela. Mais la question que je vais vous poser, vous allez me répondre par oui ou non. Et puis bon, vous allez continuer, mais on va quitter ce sujet-là, s'il vous plaît. Est-ce que après tout ce que vous avez vécu, après tout ce que là vous êtes en train de citer là, la seule solution étant de prendre des armes contre son propre pays? C'est ce que je dis. Moi, je n'ai jamais cautionné une quelconque rébellion. Parce que moi aussi, j'ai perdu des parents dans cette rébellion-là. Est-ce qu'on se comprend un peu? Ce n'est pas parce que je n'ai pas cautionné et je ne cautionne pas la rébellion. Et je ne suis pas en train de parler de ce sujet-là. Si je parle de ça là, c'est parce que j'ai... Non, et donne-moi une minute, s'il te plaît, je vais chuter. Si je parle de ça là, c'est parce qu'il y a certains sur ce panel-là qui ont tendance, n'est-ce pas, à banaliser ces faits-là. Pour eux là, ça n'a jamais existé. Est-ce que vous comprenez? Alors que ce sont des faits qui sont réels. Mais tant que c'est quelque chose que vous n'avez pas subi là, vous ne pouvez pas comprendre. Je vous jure que vous ne pouvez pas comprendre. Et donc, même si je passe mon temps sur ce panel ici, à faire 10 ans, en train de vous expliquer qu'aujourd'hui, à cause de cette histoire de pièces d'identité, mon oncle ne peut pas marcher parce que sa colonne vertébrale a été coupée à la machette. Vous n'allez pas croire parce que vous n'avez pas vécu. C'est pour ça que ma première prise de parole, je ne suis pas rentré dedans. Parce que ce sont des faits. Bref, c'est de cette discrimination-là que je parle. Parce qu'ils n'ont pas fait ça, parce que je m'appelle Koné ou bien je m'appelle... Non, on présente les pièces d'identité. Quelle était la cause de la rébellion? Quelle était la cause de la rébellion alors? Tu me demandes la cause de la rébellion. Mais il faut demander à Gbagbo Laurent. Gbagbo Laurent lui-même a dit que ce sont des sergents qui sont, comment on appelle, ce sont des petits sergents, etc. Gbagbo l'a expliqué la cause de la rébellion. Moi, je ne suis pas en train de te parler de la rébellion, je te parle de ce que des Ivoiriens ont vécu. On va mettre un terme. Je te parle de ce que des Ivoiriens ont vécu. Laissez tomber, laissez tomber. Laissez tomber. Chacun a sa cause. Ok, voilà, Blessing, on va revenir à la thématique. Tu vas poser la thématique et puis ils vont faire. Monsieur Léo. Et Blessing. Voilà. Apparemment, Ishimoku, quand il parle, c'est à moi qu'il s'adresse. Ouais, je crois que ça a été... Voilà. Non, mon frère, il faut laisser ce sujet-là. Parlons d'autres choses. Parlons de bilan, parlons de marche, parlons du président Ouattara. S'il te plaît, ce sujet-là, il faut laisser. Pardon. Voilà. Parce qu'on ne va jamais s'entendre. On ne va jamais s'entendre dessus. Pardon. Faut pas, on va mélanger panel de M. Léo. Pardon. Ok. Monsieur Momo, il n'y a pas de problème. Monsieur Bonti, est-ce que vous êtes là? On va rester sur la thématique, s'il vous plaît. On va rester sur la thématique. La thématique a été déjà posée. Qu'est-ce que vous en pensez? Monsieur Bailly a donné son avis sur la thématique. Voilà, donc du coup, Monsieur Bonti, vous êtes là? Oui, je suis là. Ok. Vous êtes au parfum au moins des thématiques qu'on a posées, c'est ça? Oui. Ok. Donc, on attend votre prise de parole sur ça. Vous avez 5 minutes. D'accord. Bon, merci beaucoup. Merci Léo, merci Blessing. Merci à tout le monde sur le panel. Merci au frère Ishimoku aussi, parce que c'est notre frère ivoirien. Avant ma prise de parole, j'aimerais, comment on appelle ça, déjà dire merci à tous ceux qui sont en train de se déplacer pour se rendre à la place de la République. Voilà, moi je suis dans le sud, mais depuis hier soir je suis à Paris. Je suis en train de m'apprêter pour partir. Merci déjà à vous tous. À tous ceux qui hésitent encore, c'est le moment de faire partie de l'histoire. Où que vous soyez, si vous avez vraiment le temps, débrouillez-vous, arrivez sur Paris. Il y a plusieurs panels qui vont couvrir l'événement aujourd'hui. Renseignez-vous, c'est pas cacher la place de la République pour vraiment démontrer que la majorité des Ivoiriens sont contre ce 4e mandat-là. Voilà, merci. Maintenant, par rapport à la thématique, bon, je pense que on en a tellement parlé sur les panels, même ici et tout. Mais on va réitérer encore pour que nos frères du Nord, nos frères du RHDP comprennent en fait dans quelle lutte nous nous sommes installés depuis lors jusqu'à aujourd'hui. D'accord? Voilà. Quand le RDF fait alliance avec le PDCI au 2e tour de l'élection de 2010, il y a des accords qui se signent entre
les partisans et comme entre les membres du RHDP. Et parmi ces accords, il y a l'alternance au sein de la tête du pouvoir. Donc normalement, en 2020, le pouvoir devait revenir au PDCI. On a tous assisté que le RHDP, qui était en fait piloté par le RDR, n'a pas respecté cet accord-là. Et en 2020, c'est le président Alassane Dramane Ouattara qui a été président. Quand ce même monsieur dit qu'il est fatigué et que il va passer la relève à la jeunesse, d'accord, et il monte un scénario pour plébisciter une personne qui a une santé fragile et malheureusement cette personne-là est décédée et que après il nous regarde droit dans les yeux et il nous dit j'ai pas assez de temps pour désigner une personne, ce qui me contraint à me représenter. Quand 5 ans se sont écoulés et qu'il manigance un scénario et il fait croire à ses partisans qu'il n'est pas intéressé par le pouvoir et il demande à ses partisans par l'entremise de ces lieutenants à ce qu'ils se représentent, au vu de tout ce que je viens de dire, la Côte d'Ivoire a été dirigée depuis 15 ans par des personnes qui changent d'humeur, par des personnes qui ne respectent pas leurs paroles, par des personnes qui sont pas honnêtes du tout. Et le président Alassane Ouattara en fait partie. Il dit une chose le matin, le soir, c'est pas pareil. D'accord? Donc, à un moment, nous, les Ivoiriens, on en a marre. Je veux même pas parler de braquage de la Constitution. Parce que ça, c'est un fait, c'est criade. Aujourd'hui, même, tu demandes à un enfant de 5 ans, il va te parler de ça. Et c'est constant. D'accord? Ce pouvoir-là a passé son temps à nous mentir, à nous appauvrir. Les gens souffrent. Avant, j'étais sur un panel du Ivar Duba parce que je suis constamment là-bas pour la contradiction. Il y a un frère qui est monté, qui a parlé avec son cœur. Il a dit, la jeunesse ivoirienne n'a pas de travail. Quand tu arrives dans les quartiers, c'est que des joueurs de loto. Et lui-même, il a une machine de loto. Donc, s'il s'était pas débrouillé pour avoir cette machine, ce frère-là n'aurait pas eu de quoi à subvenir aux besoins de sa famille. Pourtant, on nous dit qu'on a sorti 5 millions d'Ivoiriens de la précarité. Moi, la question que je vais poser, comment on arrive à sortir des personnes de la précarité avec une aide financière de 12 000 francs CFA par mois? Voilà ce que le RHDP aujourd'hui nous sert en Côte d'Ivoire. Que du mensonge, d'accord? Que du mensonge, en fait, les gars. Donc, moi, je pense qu'on doit se lever de façon unanime, tous comme un seul homme. Il faut savoir que le trop, c'est trop. C'est pas un concept politique. Le trop, c'est trop. C'est un état d'esprit. Et tout Ivoirien est contraint de se retrouver dans le trop, c'est trop. Parce que le tonton qui est dans un village à Gagnois, qui a sa récolte, qui, à cause du fait qu'il n'a pas bien vendu sa récolte, est obligé d'attendre le mois de janvier pour scolariser ses enfants. Et c'est une réalité. Et les enfants prennent du retard. Et on sait très bien qu'aujourd'hui, l'école ivoirienne, elle va très mal. Donc, si tu commences pas l'année, déjà, tu as déjà un gros handicap. La maman qui avait son magasin devant sa porte, qui avait son magasin cassé, et qui aujourd'hui n'arrive plus à trouver un magasin parce qu'il faut débourser des millions pour avoir un magasin maintenant, arrêter son activité. Sa famille n'arrive plus à avoir les 3 repas par jour. Elle souffre. Elle doit se retrouver dans le trop, c'est trop. D'accord? C'est ça. C'est de ça qu'il s'agit. Le tonton qui a cotisé pour espérer acheter une voiture pour se rendre au boulot et qui se rend compte que maintenant les voitures de moins de 5 ans ne peuvent plus rentrer en Côte d'Ivoire, doit se retrouver dans le trop, c'est trop. Donc le trop, c'est trop, c'est pas un mouvement de Gbagbo, ni de Thiam, ni de Soro, ni quoi que ce soit. C'est un mouvement de toute la Côte d'Ivoire. Et tout Ivoirien, quelle que soit son obédience politique, est obligé de rentrer dans le trop, c'est trop. C'est simple, c'est aussi simple que ça. C'est ça. Donc je vais m'arrêter là pour ne pas monopoliser la parole. Merci. Ok, merci à vous, le camarade Conti, et puis merci pour votre position que vous venez de nous préciser. Parce que depuis hier, moi je lance l'appel, je dis à tous les frères qui sont au niveau de l'Europe, voilà, de se rendre à Paris. Parce que cette marche-là va décider de beaucoup de choses, va montrer aussi à la communauté internationale que vraiment les Ivoiriens sont déterminés à faire changer les choses, à faire bouger les lignes. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc les gars, partez toujours, vous avez toujours l'opportunité. J'aurais appliqué ça à 13 h la marche. Je ne sais pas si au niveau de Paris, actuellement, il est quelle heure, hein? Voilà. Ouais, il est 9 h. Voilà. Non, il est 10 h 08 ici. Je veux dire à tous mes frères qui sont à Paris, qui sont venus de l'extérieur, et qui sont venus de Luxembourg, de Suisse, de Hollande. Nous sommes tous venus à Paris. Tout le monde est là. Donc, si vous voulez prendre le métro, je vais vous dire le métro qu'il faut prendre. Il y a le métro 3, le métro 5, le métro 7,
le métro 9, le métro 11. Et je pourrais 8 aussi, que vous pouvez prendre. Et vous descendez à République. Il faut que nous soyons 12 000, 20 000 personnes aujourd'hui. Qu'il n'y ait même plus de place à la République. Voilà. Donc, venez tous. On afflue. Tout le monde afflue à la place de la République. C'est là-bas que va tenir cette grande réunion pour faire bouger les choses et que M. Ouattara quitte notre pays. Voilà ce que nous demandons. Il faut qu'il quitte notre pays. Il nous a trop fatigués depuis 15 ans. On ne veut plus de lui. Il n'est pas venu pour gouverner le pays. C'est un ivoirophobe. Il faut qu'il parte. Vraiment, merci aux camarades, merci à M. Bonti, merci au vieux père Peskov que je respecte beaucoup sur ce panel. Et puis merci d'être toujours avec nous, de toujours vraiment dire ce que vous pensez et puis ce que vous souhaitez pour notre beau pays, pour notre bien commun qui est la Côte d'Ivoire. Vous voyez, ce mois d'août-là, c'est un mois tellement décisif pour la Côte d'Ivoire. Parce que si on a raté ce mois d'août-là, c'est pas bon. Voilà, on a la marche d'aujourd'hui, on a la marche du 2 août, et puis on a la rencontre avec le président Laurent Gbagbo le 16 août. Donc vous voyez que le calendrier vraiment de l'opposition est vraiment chargé. Voilà, sans oublier que le président Alassane Ouattara doit tenir son discours le 6 août. On ne sait pas de là, le mot d'ordre peut être lancé. Donc les gars, soyez toujours prêts. Voilà, soyez toujours prêts. Soyez prêts parce que si ce mois d'août-là passe, c'est pas bon. On doit changer l'histoire de la Côte d'Ivoire. On doit respecter les tests que nous-mêmes nous sommes écrits, que nous-mêmes nous avons vraiment juré de respecter. Il faudrait qu'on respecte ces tests-là. Donc les gars, on va faire passer la parole. On va donner la parole à Monsieur Fils de Gué pour pouvoir aussi donner son avis sur la thématique et puis sur tout ce qui a été dit sur ce panel. Ok, bonjour camarades. Bonjour à tous les camarades. Voilà, c'est Fils de Gué. C'est moi, le frère qui était en train de parler qu'ils ont déchiré le pied de son frère, de son oncle, tout ça. Frère, tu peux dire au gars là d'arrêter de parler de ça, non? S'il te plaît, mon frère, le Fils de Dieu. Laisse-moi. Non, laisse-moi pas. Parce que tu as dit quelque chose. Fils de Dieu, pardon. Fils de Dieu, pardon. C'est comme moi, je te disais que si j'ai dit ici que Gbagbo Laurent n'a jamais subi de rébellion, tu vas t'énerver. Mais non, attends, écoute-moi, tu as dit quelque chose de dangereux et c'est que tu sais. Ce que je dis là, c'est vrai. Ce n'est pas parce que toi, tu n'as pas vécu que tu vas dire. Monsieur Ishi, bon, je vais couper ton là. Monsieur Ishi, attendez, hein. Moi, je veux qu'on essaie d'éclaircir quelque chose. Ici, là, c'est un panel de contradictions. Et ça, on a... Merci, monsieur Omer. Merci, les gars, pour les cadeaux. Merci pour les baouins. On a toujours dit ça ici, que c'est un panel de contradictions. Vous avez dit des choses. Lui, il ne veut pas forcément revenir sur tout ce que vous avez dit. Mais s'il y a un point qu'il veut relever, laissez-le au moins relever ce point avant qu'il ne tombe dans le débat. Et puis, si vous avez maintenant la parole, ou bien vous écrivez dans les commentaires motion, maintenant vous allez répondre, mais il ne faudrait pas que ça soit... Ok, moi, il n'y a pas de souci, tu peux parler, mais s'il a dit... Enfin, en tout cas, s'il finit, je vais devoir répondre sur ce qu'il a dit. Ok, merci beaucoup, le camarade. Tu sais, ce que moi je voulais dire, moi c'est parce que je ne veux pas relater tout ce que tu es en train de dire, tout ce que tu as dit. Hein. Moi, ce que je voulais dire, parce que ce que tu dis, c'est trop sensible, tu vois, c'est trop dangereux, le prophète. C'est pourquoi je voulais même te rompre. Tu dis que non, franchement, faut pas dire ça. Voilà. Aujourd'hui, on est dans une période vraiment très sensible. Il y a des trucs qui n'est pas, c'est-à-dire, il y a des trucs là même là, tu n'es pas bien d'intimer. Parce que je vais dire même, c'est assez faux même, franchement. Voilà. Parce que quand tu dis ça, c'est comme que, en le temps là, dans l'armée ivoirienne, il n'y avait même pas des gens du Nord. Tu vois, il n'y avait pas quelqu'un du Nord dans l'armée ivoirienne. Quand toi, tu dis ça, tu comprends, non? C'est ce que je voulais dire. Et pour venir maintenant au sujet, moi je pense que aujourd'hui même motion s'il vous plaît. Motion. Moi je dirais que le frère, normalement, le frère devait même s'en prendre au gouvernement. Parce que on se plaint tous qu'on a été victime de quelque chose. Il y a des gens qui sortent pour dire en quelque sorte qu'ils ont massacré des Ivoiriens, qu'ils ont coupé tendons des Ivoiriens. Et bon, on vous a pas vu réagir. Il y a eu quelque chose. D'autres même se sont proclamés que oui, c'est nous on a fait. On ne vous a pas vu réagir. On pourrait dire que vous concevez cela. Donc bon, vraiment ça fait mal. Mais quand les gens font des aveux, ayez aussi le courage de dire oui, hein, donc on a perdu nos parents, donc c'est vous. C'est pas forcément l'adversaire.
Est-ce qu'ils ont avoué eux-mêmes? Donc c'était juste ma petite En même temps, il y a motivation. des gens de vos rangs qui ont reconnu avoir été des miliciens. Sur TikTok ici. Ok, Ils ont dit on va qu'eux, ils étaient des miliciens. Regarde, est-ce que tu peux laisser au on moins va laisser quelqu'un, la parole à la prise de guerre. s'il vous plaît? Oui. Monsieur, Voilà. parlez. Voilà, pour venir même au sujet même elle-même, ce que moi je voulais dire, au fait même les gens de, comment on appelle ça, RADP même là, ils devaient être même mal à l'aise quand ils disent qu'ils vont donner encore 5 ans de plus au président Ouattara. Parce que c'est eux qui chantent tout le temps. Le président Ouattara même a dit tout le temps, il a formé des dizaines de jeunes. Tu vois, et aujourd'hui, la même personne qui dit qu'il a formé des dizaines de jeunes, et il va venir, et vous qui êtes derrière, vous dites que non, il n'est qu'à être le président encore, il n'a qu'à continuer encore. Ça veut dire que vous qui êtes derrière, vous êtes nuls. Vous êtes nuls. Tu vois, non? Ça devait vous gêner même vous-même. Ça devait vous gêner même. Aujourd'hui, là, en Côte d'Ivoire, là, on n'a pas besoin, hein, non, celui qui il a battu. Moi, quand je pense, j'ai écouté une vidéo que j'ai écoutée tout à l'heure. Je donne un exemple en Libye. Aujourd'hui, là, ceux qui se sont révoltés contre Kadhafi, qui ont déjà Kadhafi, les mêmes personnes là, aujourd'hui, là, ils sont en train de regretter, ils sont en train de dire même que le fils de Kadhafi n'est qu'un président, que c'est lui qui peut unir vraiment toute la Libye. Vous voyez, non? Vous devez avoir, vous-même qui, après vous avez fait la rébellion, tout ça là. Ça devait vous interpeller au fait. Vous avez parlé du Nord, que le Nord était imaginé, le Nord était ceci, cela. Mais aujourd'hui, quelle est la situation du Nord d'aujourd'hui? C'est la question, moi, il me pose toujours. Hein. Lui-même qui a été devant la rébellion, comme vous dites que non, on vous a, comment on peut la marginalisé, tout et tout. Mais il est où? Selon, il est où aujourd'hui? Peut-être que, comme d'après vous, peut-être ces Canadiens ont décidé, ok, peut-être on vous empêchait de porter beaucoup, ok, mais aujourd'hui, ceux-mêmes qui ont parlé, qui ont dit non, non, on ne veut pas ça, ils sont où aujourd'hui? Le Nord est comment aujourd'hui? Moi, je pense que ça devait vous interpeller, quoi. Ça devait vous interpeller. Quelqu'un qui est venu dire non, c'est parce que je suis de là, du Nord, qu'on dit non, je ne veux pas être président. Et ils ont mis sur dans la tête des gens. Les gens, ils ont pris vraiment des armes pour attaquer leur propre patrie. Et aujourd'hui, les résultats, même le Nord aujourd'hui. Moi, je pense que le Nord souffre que le Sud. Hein. Aujourd'hui, le Nord souffre que le Sud. Hein. Parce que Anakad, c'est où? C'est au Nord. Mais est-ce que Anakad est payé? Question. Mais tout ça, ça devait vous interpeller. La Côte d'Ivoire, là, c'est du Nord, du Sud, du Centre, de l'Ouest. On est tous un. Et même quand on parle du Nord, les gens du Nord, là, ils ne sont jamais dit que non. C'est les gens, et si moi je lui dis, qui ont acquis la nationalité ivoirienne frauduleusement. C'est eux qui se plaignent, c'est eux qui ont toujours, comment l'étude a dit. Mais tout à l'heure, il a parlé que non, au Ghana, il y a les noms bagoulés, il y a les noms trucs. Mais est-ce que ce que tu parles là, ils se sont ingérés dans la politique ivoirienne? Ils se sont ingérés dans la politique ivoirienne? Mais on t'a appelé les choses par leur nom. Aujourd'hui là, c'est trop qu'on dit là. Trop c'est trop là. C'est les gens qui ont leur anacal qui n'est pas payé. C'est les gens qui ont un marché qui sont cassés. C'est les gens du Nord qui dorment dans les cimetières aujourd'hui. C'est les gens du Nord aujourd'hui, il n'y a pas de l'eau potable chez eux aujourd'hui. C'est les gens du Nord aujourd'hui qui voient leurs cartes sont en train de partir en cascade. Leurs cartes qui sont en train de partir en cascade sans cause, sans raison. C'est eux là, on parle de trop c'est trop. Trop c'est trop, c'est pour les Ivoiriens qui en ont marre de tous ces trucs là. C'est les gens aujourd'hui là. Aujourd'hui, on va des villages là, et puis on dit, on casse le village, on casse le village. Ce village là, trop c'est trop là, c'est pour eux. Tu comprends? Trop c'est trop là, c'est pour quelqu'un qui a payé son terrain, et on prend ACD pour donner à quelqu'un d'autre. Trop c'est trop là, c'est pour eux. Trop c'est trop là, c'est la dame qui a payé son terrain avec son mari, qui ont construit. Tu comprends? Tu as construit une maison, elle a construit un étage. Les maisons passent, il vient, on casse.
Et on prend le terrain, on l'appelle la dame, on dit non, on va 50 millions pour qu'on te vende le terrain. Trop, c'est pour elle. Trop, c'est l'Ivoirien. Aujourd'hui, quand tu parles, tu dis, ah, tu es en prison. Trop, c'est pour eux. En temps, il y a des gens qui sont en train d'insulter les gens. Il y a des gens qui sont en train de dire, ils vont garder les gens. Ils vont couper avec des gens pour jouer par et ils sont là, on ne les touche pas. Trop, c'est pour eux. Donc, trop, c'est pour toute la Côte d'Ivoire. On est fatigué. La Côte d'Ivoire est fatiguée. C'est pourquoi nous allons sortir. Nous, là, c'est pas que nous sommes particulièrement pour aller marcher, pour aller montrer au monde entier que la Côte d'Ivoire n'est pas gouvernée. Pour aller montrer que non, les Ivoiriens, là, ils sont en prison à ciel ouvert dans leur pays. Ils ne peuvent même pas parler aujourd'hui. Trop, c'est trop, c'est tout ça là. Trop, c'est quelqu'un, il va aller, on dit non. Il a déjà les Ivoiriens, le point là-bas, ces pays. Là, ces pays, ça dit, les étrangers, le Dieu, on dit non, il est libre. Et il vient dans son pays. On dit, il est condamné à 20 ans, sans cause. Trop, c'est tout ça là. Et ça. Bon, je laisse la parole aux autres. Merci, camarade. Ok, il n'y a pas de point. Ok, Maman Wazilette a fait son entrée fracassante. Voilà, ok, il n'y a pas de problème. Donc, trop, c'est trop aussi, c'est pour tous ces exilés aussi politiques. Voilà, parce que c'est aussi dans nos constitutions de ne pas, bien ivoirien, ne doit pas, voilà, s'exiler pour ses prises d'opinion, en fait, ses prises de position au niveau de la politique. Voilà, aujourd'hui, on a levé Père Bouga, qui est, je crois, aux États-Unis, hein, voilà, qui est aux États-Unis, un enseignant, quelqu'un qui donne le savoir, quelqu'un qui essaie de faire de son mieux pour que nos frères du campus puissent avoir le savoir. Aujourd'hui, il est un peu traqué de partout et il était obligé de se chercher. Donc, trop, c'est trop aussi, c'est pour que toutes ces personnes aussi rentrent après ce bouleversement de pouvoir. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc, on va passer la parole à... Qui était là, mon d'abord? Il y a Vibe. On dirait que c'est Vibe. Bon, bonjour à tout le monde. Bonjour, Mr. Livo. Bonjour, Blessing. Et merci pour votre engagement, voilà, pour la Côte d'Ivoire, parce que c'est une lutte qui est vraiment, on va dire, réelle. Voilà, vous vous battez très bien, surtout, je crois que vous êtes au Canada, là. Et avec les horaires, c'est vraiment compliqué. D'accord, donc je vais comme ça dire que moi, je n'ai jamais vu un peuple en Côte d'Ivoire qui s'est victimisé plus que le peuple du Nord. Étant de l'opposition, ils se sont victimisés, ils se sont catégorisés. Et même au pouvoir, ils continuent de se victimiser et de se catégoriser. Et moi, j'ai une promesse à leur faire en fait. C'est-à-dire, aujourd'hui, quand on regarde la carte politique ivoirienne, voilà, quand monsieur le président Alassane Ouattara va passer, ça serait fini pour le LDR. Et je ne vois pas comment un candidat du Nord seul pourra encore prendre le pouvoir. Parce que tel que vous nous avez montré pendant l'opposition, pendant que vous étiez opposition, et même au pouvoir, ce que vous nous montrez, vraiment, pour tout le reste de la population de la Côte d'Ivoire, c'est compliqué. Demain, là, un autre candidat venant du Nord, ça sera compliqué qu'on le vote. On fait une alliance avec, bon, qui va croire même à cette alliance, parce qu'on a vu toutes les alliances qui sont faites avec vous. Aujourd'hui, au RHDP, tous ceux-là même qui sont au RHDP, ils sont allés pour leur intérêt. Ils sont allés pour leur intérêt. Quand ils disent quelque chose aujourd'hui le matin, là, ils vont changer. Parce qu'ils ne sont pas sur la vérité. Parce que quand tu n'es pas sur la vérité, ta langue là, elle se dédie à tout moment. Donc tous ceux-là qui sont allés, surtout qu'ils ont été menacés de libérer les tabourets s'ils ne sont pas du parti au pouvoir. Donc ceux-là même qui sont là-bas aujourd'hui, ils y sont parce qu'ils ne veulent pas perdre leur poste. Et même quand le pouvoir il va changer, vous pensez que ces quatre que vous voyez au PDC, bon, au PP, pardon, au RHDP, ils vont encore rester, ils vont tous quitter. Donc redescendez sur terre. Ne pensez pas qu'aujourd'hui, comme vous êtes au pouvoir, vous avez le pouvoir monopole, vous pouvez gérer tout, vous pouvez contrôler tous les Ivoiriens. Non, le pouvoir, il change. Personne n'a osé croire un jour que Kadhafi allait tomber. Mais aujourd'hui, voilà l'idée. Personne n'a osé croire que Blaise Compaoré, qui est devenu Ivoirien, aujourd'hui allait tomber. Donc arrêtez de vous fourber parce que là, vous partez dans une déchéance pas possible. Voilà.
vous vous êtes victimisé hier parce que vous avez dit quoi? On vous a interdit de porter le boubou. On vous a déchiré les cartes d'identité. Mais si les autres veulent réclamer ce genre de choses-là. Mais les baloués qui sont au centre, à Boaké surtout, c'est là-bas que la rébellion a commencé. Quand les rebelles sont venus, mais combien de baloués ont perdu leurs biens? Les rebelles, ils sont venus, ils ont tué, bon, ils ont déjà les gens, arraché les terrains, arraché les maisons. Les familles sont devenues misérables. Oh, pardon. Hein? Des familles sont devenues misérables à cause de ces rébellions. Est-ce qu'on était à Brahma à côté, quoi? Ouais. Est-ce pour autant que les gens du centre vont dire que nous les centristes, on nous a marginalisés, on nous a gars, donc il faut que nous aussi on revendique nos droits en prenant les armes, en s'opposant à tout? Non, mais les gars, ils ont mis sur le fait que c'est la vie, tout peut arriver. Mais les gens à Boaké, ils sont là-bas tranquilles, ils ne sont jamais levés pour se dire on va se révolter parce que les rebelles sont venus nous arracher nos biens. Mais pourquoi c'est toujours les nordistes? Vous étiez opposants, nous les nordistes, vous êtes au pouvoir, nous les nordistes. Mais c'est vous-même qui vous marginalisez. Mais quand le pouvoir va changer là, qui va vous suivre dans ces trucs-là? Personne ne va vous suivre. Tous ceux-là qui sont avec vous aujourd'hui, ils vont quitter. Même vos frères du Nord qui sont lucides, ils vont vous quitter. Donc sortez de ce rêve-là, sortez de ce truc-là. On va construire la Côte d'Ivoire ensemble. Aujourd'hui, quand on voit la Côte d'Ivoire, dans la forme, ok, Abidjan est bien joli, Abidjan est bien beau. Moi, il n'en disconvient pas. En tout cas, quand tu vois la ville d'Abidjan, c'est bien beau. Avec les hôtels 5 étoiles qui sont en train de construire, les routes, les ponts, c'est bien beau, c'est bien joli. En tout cas, quand tu es à Abidjan, tu as comme l'impression que tu es dans une petite ville de France. Voilà, parce qu'on peut comparer à des petites villes de France qui sont bien infrastructurées et tout ça. Mais dans le fond, la population, qu'est-ce qu'elle subit? On ne peut pas louer maison. On ne peut même pas manger. Studio qui était en 2000, on va dire, en 2020 à 70 000 francs, aujourd'hui on dépasse de 150 000, 200 000. Mais quel type d'Ivoirien lambda peut vivre dans ces studios-là? Si ce n'est pas les brouteurs, si ce n'est pas les gens qui donnent leur derrière. Parce qu'il faut avoir l'argent facile pour pouvoir aller louer un studio 200 000 francs par mois ou bien 150 000. Quelqu'un qui est un fonctionnaire qui travaille, qui a un salaire de 200 000, 300 000 là, ne peut pas prendre un studio même, il ne serait que 100 000 francs pour vivre dedans. C'est pas possible. Mais dans la forme, Abidjan va bien. Bon, moi je dis Abidjan, c'est pas la Côte d'Ivoire. Dans la forme, Abidjan va bien. Mais et dans le fond, la population souffre tous les jours. Tous les jours, la population souffre. Mais quand on parle, non, voilà, il faut, Abdou va faire 50 ans au pouvoir. Quelle est la politique économique, sociale qui est mise en place pour que la population, le peuple, puisse vraiment bénéficier de ce développement dont on brandit tous les jours? Hein? Qu'est-ce que la population gagne? Rien. On souffre tous les jours. On souffre tous les jours. On se dit que bon, demain ça va aller, demain ça va aller. Mais on va de mal en pire. La dette qu'on a octroyée là, ça sert à quoi? Qu'est-ce que la population gagne dedans? Demain, on sera amené encore à payer nos minéraux qui sont découverts. Ça sera amené à payer ces dettes-là. Bon, la population, à quel moment la population va avoir une politique sociale telle qu'en Europe, on a la CAF qui soutient les familles qui sont, on va dire, qui sont démunies. On a les aides partout. À quel moment on va installer ce genre de politique-là pour pouvoir aider les plus démunis? Il n'y a pas de politique. On va de dette en dette. On va de dette en dette. La population souffre. On construit les ponts. On construit, on met la lumière dans les goudrons. Ok, moi ça me plaît. En tout cas, quand je vois, c'est joli. Mais moi, je ne parle pas pour moi parce que moi, personnellement, je peux avoir mon gain-pain chaque jour pour manger. Mais et les autres qui souffrent? Hein? La plupart de ceux qui font les panneaux, ils sont en Europe. Ils disent qu'ils sont ivoiriens. La Côte d'Ivoire est développée, mais ils sont tous en Europe. Mais pourquoi vous ne retournez pas au pays? Et ces personnes-là se sont déplacées de la Côte d'Ivoire en Europe ou bien au Canada ou aux États-Unis dans la période de 2011 à 2025. Ils ne sont même pas venus pendant la gouvernance de Baboni Bédié. Ils sont tous venus à partir de 2011, 2012, 2013, 2014 jusqu'à 2025. Mais votre Messie qui a pris le pouvoir, qui est en train d'arranger la Côte d'Ivoire, pourquoi vous ne restez pas avec lui pour pouvoir bénéficier des bienfaits de ce Messie-là? Vous êtes à l'extérieur, vous bénéficiez des bienfaits de ces pays-là et vous voulez que la Côte d'Ivoire reste toujours dans cette galère, dans cette misère. Le développement, c'est pas seulement que les ponts, c'est pas seulement que les lumières, c'est pas seulement que les choses. Ok, excusez, monsieur Vibe. Yol, s'il vous plaît, quittez en pause parce que ça fait descendre le live, s'il vous plaît. Si vous êtes là, hein, si vous ne voulez pas quitter en pause café, on va vous faire descendre. Excusez, rapidement. Hein. Voilà. Bon, monsieur, bon, je ne sais pas si c'est Vibe ou bien c'est Vib, mais en tout cas, monsieur, vous avez 1 minute pour chuter. Hein. Voilà, donc je vais chuter. Voilà, donc juste pour dire à nos frères, voilà, nous, on n'a rien contre vous. Ce qui est passé, on met sur le compte du passé, on met sur le compte du fait que, voilà, c'est des choses qui peuvent arriver. Dans un pays, il peut y avoir des crises, il peut y avoir des conflits. Mais il faudrait qu'on puisse prendre la hauteur pour pouvoir régler ces conflits-là. Qu'on arrête de toujours dire, nous les nordistes, le nord, le nord. Il n'y a pas que le nord en Côte d'Ivoire. Il y a le centre, il y a le sud, il y a l'ouest, il y a l'est. Voilà, ces populations-là aussi, c'est des humains.
ils ne vivent pas le paradis au quotidien. Ils souffrent, ils sont souvent marginalisés, ils sont souvent taxés, ils sont souvent mis en prison. Mais c'est pas pour autant que ces personnes vont se lever, se marginaliser, dire que voilà, comme nous, on nous a interdit ça, ou bien on n'a pas tel représentant dans le gouvernement, ou bien dans les grandes institutions. Nous, ça veut dire que voilà, on n'est pas aimé en Côte d'Ivoire, on n'est pas les bienvenus en Côte d'Ivoire, on doit se révolter. Non, la Côte d'Ivoire, c'est pas comme ça. C'est à tout de rôle. Si vous avez été patient là, aujourd'hui, tout le monde, une bonne partie de la population ivoirienne serait peut-être avec vous, les gars du Nord, que vous brandissez à tout moment. Voilà. Mais avec la rébellion que vous avez envoyée, plus que jamais, vous serez dans la mémoire des Ivoiriens. Même celui qui vient de naître aujourd'hui, ça sera acté de sa tête. Parce que ses parents ne vont jamais finir de parler de cette rébellion qui a traumatisé les Ivoiriens. Donc, il y a bien quelque chose que vous devez faire pour pouvoir enlever cela dans la tête des Ivoiriens. Arrêtez de vous venger, arrêtez de prendre cette rébellion pour dire que non, c'était une bonne cause. Voilà, il y a bien de choses à faire pour pouvoir vous faire pardonner, pour qu'on puisse aller sur de nouvelles bases. Merci. Ok, merci. Je crois que s'il y a des gens du parti au pouvoir dans les commentaires, là, vous pouvez vous signaler et puis vous signaler en même temps, vous faites votre demande pour que le panel soit un peu équilibré. Vous aussi, c'est votre problème qui est là. Tu peux me laisser... Vas-y, je peux parler au moins. Oui, vous allez parler. Je suis en train de faire une annonce, donc tu te calmes d'abord. Voilà, parce que ça ne sert à rien de toujours mettre dans les commentaires, voilà, insulter souvent d'autres personnes. On dit ici, là, c'est un panel de contradictions. Si tu as quelque chose à dire, tu fais ta demande, tu montes, tu dis ce que tu as dit, et puis tu écoutes les autres. Si tu veux réagir, tu réagis. C'est comme cela. Et monsieur Momo, vous avez une motion pour lui? En fait, le bail, c'est quoi? C'est que plusieurs membres, plusieurs amis de l'opposition parlent et tout. J'aimerais pouvoir rebondir, quoi. Ou bien, je ne sais pas si que tout le monde parle d'abord. On va donner la parole à une dame et puis quand elle va finir de parler, vous allez réagir sur tout. Pour cela, je fais l'annonce pour demander à tes camarades du RHDP de monter pour que le débat soit un peu équilibré. Parce que on ne peut pas aussi vous donner à tout moment, quand une personne parle, on vous donne, quand l'autre personne non. 2, 3 personnes, on va vous donner la parole. Ok, monsieur, dame Étoile, vous êtes là? Passez la parole à Zika, je parle après. Si vous me permettez, genre de 5 minutes. 5 minutes seulement. Ok. Dame Zika, vous êtes là? Oui, bonjour. Oui, bonjour, dame. Voilà. Alors, Blessing Mike, bonjour. Monsieur Léo, bonjour. À chaque fois, je suis sur votre panel. Je suis. Le grand frère Nemelin, bonjour. Mon frère du Nord. Moi, je suis Koyaka de Sifié. De Sissier, voilà, et ma mère est bêtée, voilà. Donc, je suis montée à cause de mon frère, voilà. Le vice, je sais pas comment, excusez-moi, hein, Étoile, bonjour ma soeur, ma petite soeur. Vibe, fils de Dieu, bonjour à vous tous, bonjour à tous ceux qui t'apportent, bonjour à tous ceux qui insultent, voilà. Alors, moi je suis Pépé ACI, moi je suis Gore, j'aime le président Gbagbo, oui, oui. Maladement, bêtement, sauvagement, je le suis bêtement, voilà. Comme j'aime Jésus. Bilan inattaquable. Même le bilan des présidents, des différents présidents américains, leur bilan là, c'est attaquable. C'est la première fois que j'entends bilan inattaquable. Yeah, ivoirien. J'ai dit, allons jouer en Suisse. C'est petit comme ça, c'est joli. Mais le bilan est attaquable. Ici en France, tous les présidents qui sont passés, ils ont attaqué leur bilan. J'ai dit, fouillons dans tous les pays qui sont jolis, là. Le bilan est attaquable. Seul, chez Mahomet, chez Jésus, chez Ouaoua, là-bas, on ne peut pas attaquer le bilan. C'est pas possible. La Côte d'Ivoire, c'est à croire que la Côte d'Ivoire a commencé en 2010-2011, sous le règne du président Alassane Dramane Ouattara. Mais je m'indigne. Ça me subordine. C'est pour ça que je suis monté sur votre panel. Je suis tout le temps en bas. Mais quand j'entends, moi je suis Koyaka, je le redis encore, je suis café au lait. J'ai vécu certaines choses, mais c'est pas pour ça que je vais être d'accord avec des bêtises. Pendant les marches là, du RDR, c'est qui on attrapait? Moi je suis venu en France ici en 2000, mais je me rappelle qu'à chaque fois qu'il y avait des marches, à chaque fois qu'on brûlait les bus, on faisait... Quand les policiers attrapaient les gens là, c'était nos frères qui sont à côté, les apatrides là. Mais c'est pour ça qu'arrivait un moment, les policiers se disaient, mais Joe, à chaque fois on attrape les Moussa, le gars est d'origine burkinabé, il est d'origine malienne, d'origine guinéenne. Mais nous-mêmes les connaissons là, on dit, mais Joe, quand on t'attrape, on dit, hé, toi là, faut pas nous fatiguer. On se promenait les enfants du Wassena, il y a quelqu'un qui a mis ça ici en commentaire.
Monsieur Wassena, là, moi j'étais à Cocody, on se promenait avec ses enfants. Afin qu'elle nous frappait bien même. Mais je ne comprends pas cette nouvelle Côte d'Ivoire où on ne peut pas entendre, on ne peut pas critiquer. Dès que tu critiques le jeune là, même Emmanuel Macron en France ici là, lui qui appelle notre président puis le fait asseoir comme son pays frère, son bon petit. Emmanuel Macron même, on dit son mousseau là, c'est go, c'est gars. On dit c'est garçon qui est là. Mais c'est pas pour autant qu'il en a fait tout un plat. Quelqu'un se trouve dans la forêt du Banco là-bas, on s'en va, on le traque jusqu'à la grande DST. Va aller chercher un individu qui ne sert même à rien pour l'arrêter. Bilan attaquable. Moi, je vais vous dire ce matin, le bilan est attaquable. Parce qu'il n'y a aucun bilan sur cette terre qui n'est attaquable, qui n'est inattaquable. On peut attaquer tous les bilans. Mais il y a beaucoup de choses. Parce que du côté social, c'est pas ça. Regardez en France ici. Bon, bientôt, ils disent qu'ils vont arrêter ça parce que c'est chaud. Oui. Mais ils ont mis une politique sociale en place. Les gens s'entendent ici en France. Même s'il y a quelques petits incités racistes, mais les Français sont accueillants. Moi, comme ma maison a pris feu, avant de m'emmener dans une autre maison, avant de me mettre à l'hôtel, on m'avait dit déjà qu'on allait me reloger. Mais vous cassez les maisons des gens, vous ne les relogez pas. Bilan attaquable. Mais oui, on va à Niamey pour des Chinois, on déguerpit les gens. Bilan attaquable. Vous cherchez à manger. Voilà un musclé libanais qui s'arrête là, il dit il vend terrain. Bilan attaquable parce que la Côte d'Ivoire est en train d'être expoliée. Tout le monde vient, il prend les terres, la personne s'arrête là, il décide de ce qu'il veut. Ah, c'est Nayek, mais bilan attaquable, mes frères du Nord. Vous allez seulement avoir vos larmes qui vont couler. Moi, je vais vous dire ça. Quand ça va être chaud. Pour le moment, vous ne comprenez pas. Un nassigui encore dans vos yeux. Mais quand vous allez comprendre qu'ils sont en train de chercher à vous prendre votre pays là, mais ce sera déjà trop tard. C'est pour ça que nous autres, pour le moment qu'il est encore temps, on est en train de vous parler. Je suis connu, mon frère, je sais pas, excuse-moi de ne pas écorcher ton nom, ton prénom, mais je suis connu. Je suis de Sissier. D'accord? Mais je dis, la Côte d'Ivoire, mes yeux sont déjà, comme on le dit en Côte d'Ivoire. Mes yeux sont ouverts. J'ai duré en France ici, ça fait 25 ans. J'ai envie de rentrer chez moi. Mais j'ai peur de rentrer. Parce que je suis une femme, je n'aime pas m'asseoir sans parler. Si j'arrive en Côte d'Ivoire, je serai enlevé. Et puis moi, pour moi, ils ne vont pas me mettre en prison. Parce que je sais que c'est un tchèp, ils vont faire 6 mois. On va me mettre en prison, pourquoi? Ils vont bien me mougou. Parce que je vais m'exprimer. On parle de la politique de Côte d'Ivoire. Vous venez vous arrêter pour étaler, pour déblatérer vos bêtises. La Côte d'Ivoire ne nous appartient plus. Ah, vous n'avez pas encore compris ça. On parle de fête de l'indépendance. Fête de la dépendance, ouais. Qui est indépendant en Côte d'Ivoire? C'est de quelle indépendance on parle en Côte d'Ivoire? Donc arrêtez vos bêtises. Votre bilan est attaquable. Et quand on va me donner la deuxième fois la parole, je vais vous dire où tout est attaquable. Le woubisme. Parce que quand on parle de modernisation, il y a tout ça qui vient. Regarde nos enfants de 11 ans, 10 ans qui commencent à faire des vidéos. Ils sont tous woubis. Moi, je ne veux pas de ça. Je dis non. Je ne vais pas porter 9 mois dans mon ventre. Et puis mon enfant m'a sorti garçon. Et puis après, il va venir me dire, je ne veux pas de ça. Donc je dis non et je dis oui au président Gbagbo aujourd'hui, demain, après-demain. Et après les 5 ans, il passera la main à la jeunesse. Merci beaucoup et j'attends mon deuxième temps de parole. Ok, merci. Merci à Dame Zika pour votre brillantissime prise de parole. Et puis... Je suis prête parce qu'après, j'aurai plus le temps. Je pourrai plus. Ok, j'avais voulu que le gars du parti au pouvoir là se prononce pour que vous ayez... Non, laissez Étoile Filante, s'il te plaît. Non, laisse-la parler, chef frère, laisse-la parler. Ok, donc, dame Étoile, allez-y. Femme d'abord. Vos 5 minutes. Oh, quelle galanterie. Merci beaucoup, messieurs. Bonjour à tout le monde. C'est un plaisir de toujours venir sur le panel de monsieur Léo. On apprend, on écoute et on prend plaisir à partager ce moment avec tout le monde. Bonjour Zika, bonjour à tout le monde. Tapoter le live. Et toi, tu seras là-bas tout à l'heure. Forcément. Donc, tapoter le live. Tapoter le live, faites monter le mercure. J'ai entendu mon frère. Les dames de fer sont là. J'ai entendu mon frère. non, par modestie. Nous, on vous suit. J'ai entendu mon frère Vibe dire que Abidjan est joli et que ça ressemble un peu à quelques villes de France. Mais on comprend déjà là, par là, qu'il y a un problème. Moi, je pensais qu'il allait me dire même qu'Abidjan est joli, ça ressemble à Paris. Parce que quand tu regardes la France, la capitale économique, c'est Paris. Mais tu peux pas prendre nous, notre capitale économique pour comparer ça à une petite ville de France. Une petite ville de France comme quoi? Peut-être Rouen ou je sais pas moi. Mais nous, c'est notre capitale. Tu peux pas dire que notre capitale ressemble à un petit village de France. Mais... Donc là, tu comprends déjà qu'il y a un problème. Et aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on parle beaucoup de l'urbanisation, de l'infrastructure et tout ça.
Mais pour ceux qui connaissent l'histoire de ce pays, ils devraient savoir qu'actuellement, en Côte d'Ivoire, on devrait être à l'étape de l'industrialisation. C'est-à-dire que dans toutes les plus grandes villes de la Côte d'Ivoire, on devrait avoir ne serait-ce que une ou deux usines de transformation. Donc, si on n'est pas à cette étape-là, faut comprendre qu'on est bloqué et on s'est bloqué à l'étape de 1960. Parce que ce business development plan-là, c'est ce que Houphouët-Boigny avait déjà commencé en Côte d'Ivoire. En ce qui concerne tout ce qui est urbanisation, infrastructure, il y avait même des moyens qui étaient décaissés. Parce qu'on dit l'État, c'est une continuité. Que ce soit les plus grandes, comment on appelle ça, construction dans ce pays, même les ponts, les quatrièmes ponts, c'est des choses qui ont été pensées depuis les années 60. Donc, quand on vient s'arrêter devant les Ivoiriens pour nous faire comprendre que l'urbanisation, c'est le développement, moi, je suis choquée. Faudra qu'on nous dise le niveau d'espérance de vie. Si on nous donne le niveau d'espérance de vie d'un Ivoirien à la naissance, bien évidemment qu'on va comprendre que nos hôpitaux sont équipés. Parce que quand on parle d'espérance de vie, on parle de tout ce qui est sanitaire. Parce que si on a la capacité de pouvoir soigner les maux les plus infirmes, comme aujourd'hui ça se fait dans le monde et que nous sommes à l'ère du développement et de l'high-tech, là on pourrait comprendre qu'on a amorti ne serait-ce qu'un semblant de développement. Mais on va pas venir nous brandir des ponts, des routes, des choses qui ont été tracées depuis belle lurette et venir nous vendre ça comme un développement. Mais parlons même du développement en soi. J'entends des gens dire, on a construit des ponts, on a construit. Mais moi, quelqu'un qui est dans mon village à Bangolo, franchement, le fait qu'on construise un pont à Abidjan, qu'est-ce que ça lui donne ou bien qu'est-ce que ça lui fait? Déjà, partons du fait que nous sommes sortis d'une crise qui a déchiré le pays. Quand on arrive normalement, quand on arrive dans un pays, le naturel, ton micro s'il te plaît, quand on arrive normalement dans un pays où on a connu toutes ces crises-là, le plus important, ce n'est pas de construire des ponts. Le plus important, c'est de réparer le tissu social et de mettre l'humain au cœur du développement. Parce que c'est l'humain, parce que c'est l'homme. Quand il est développé, quand il est épanoui, qui déborde ou qui impacte son écosystème. C'est ça le vrai développement. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on regarde? Mon frère, il faut laisser faire des bangolos là. Le quatrième pont là. Le maire du plateau là, il s'appelle pas Alassane Ouattara. Mais vous félicitez Ouattara, non? Pourquoi vous ne félicitez pas le maire du plateau? Ou bien pourquoi vous ne félicitez pas le maire de Cocody? On est là, pourquoi vous ne félicitez pas le maire de Cocody? Franchement. Donc, en fait, en gros, faudrait que les Ivoiriens sachent. Et ceux qui sont nés aujourd'hui devraient savoir que à Boaké, là, il y avait un propos carnaval, hein, que le père Houphouët organisait, où tous les Ivoiriens étaient fiers. Quand on se regardait, on était fiers. Donc, les histoires de ponts ou les histoires de routes, là, c'est pas ça le caractéristique des Ivoiriens. Aujourd'hui, on veut qu'en Côte d'Ivoire, on puisse nous faire sortir des usines, des grandes usines de transformation. Parce que les Ivoiriens ont la capacité et il y a beaucoup d'Ivoiriens qui sont sortis dans le pays pour apprendre. Donc, c'est ce qu'on veut, c'est ça. On veut emboîter, on veut amortir et on veut anticiper le développement. On est fatigué de vivre comme en 1960. Quand tu regardes un pays et un potentiel comme la Côte d'Ivoire, tu ne peux pas venir nous brandir des ponts, des routes pour nous faire comprendre que ça, c'est le développement. C'est pour ça que, en une minute pour chuter, parce qu'il y a du monde, en une minute pour chuter, nous attendons tous les Ivoiriens qui sont épris de paix et de justice, qui savent que la Côte d'Ivoire a un potentiel. Et la Côte d'Ivoire a une capacité de faire partie, comme on appelle ça, du concert des nations. Que la Côte d'Ivoire, jadis, c'était le pays où même dans la sous-région, le père Félix Houphouët-Boigny arrivait à pouvoir un tant soit peu réconcilier ou concilier nos voisins. Aujourd'hui, nous remarquons qu'en Côte d'Ivoire, nous sommes la risée de tous. Parce que dans la sous-région, nous avons un problème avec tous les voisins. Nous sommes aujourd'hui en porte-à-feu avec tout le monde. Et même au niveau diplomatique, la Côte d'Ivoire a régressé. Donc nous, aujourd'hui, on veut une Afrique où nous pourrions échanger et nous pourrions prendre des décisions de par nous-mêmes. On voit aujourd'hui l'émancipation de la jeunesse africaine et nous aussi, nous voulons, en tant que jeunesse africaine, apporter notre plus à notre pays. On veut aussi que dans notre pays, nous puissions être écoutés et que par rapport à nos opinions ou notre façon de parler, on ne puisse pas nous mettre en prison. Parce que tout ça aussi, ça fait partie du développement. La justice sociale, la liberté, l'équilibre, comment on appelle ça, l'humain au centre des ressources et tout ça, les ressources bien partagées, c'est ce qu'on veut. On ne veut plus d'exclusion. Est-ce que nous, aujourd'hui, depuis vous et moi qui sommes ici, est-ce qu'on a déjà vu une passation de charges
en Côte d'Ivoire, où on a vu un président sortir et féliciter son homologue. Non, on l'a pas vu. Mais le Libéria a fait combien d'années de guerre? Ils ont quand même pu le faire. Donc nous aussi, on aspire et on rêve à une Côte d'Ivoire pareil, où tous les Ivoiriens deviendront une nation, et dans une nation où il n'y aura pas de discrimination et tout ça. C'est pour ça que je vais appeler tous mes camarades, ceux qui sont encore réticents, de venir nous retrouver. On sera à Place de la République, on va manifester, on va expliquer aux Gaulois et on va dire à Emmanuel Macron que nous, en tant que jeunes, décomplexés, qui avons compris le sens même et la vision de ce que nous voulons pour notre pays, comme eux, ils veulent pour leur pays, nous sommes capables de nous arrêter devant eux et leur dire que la colonisation, c'est terminé. Et nous avons le droit aussi, en tant qu'être humain, au nom du droit universel, inaliénable de chaque être humain, partout sur la terre, peu importe son origine, sa couleur ou sa provenance, nous aussi, nous sommes dans la capacité de pouvoir prendre nos décisions et décider de par nous-mêmes. Si hier, ils ont été propices pour prendre position pour M. Ouattara, il faut qu'ils comprennent qu'en Côte d'Ivoire, nous tirons sur la sonnette d'alarme parce que nous ne voulons plus de tous ces conflits encore pour une élection. Donc, c'est important de sortir massivement. Nous vous attendons du côté de Place de la République et on va dénoncer ensemble. Vraiment, merci. Je crois qu'il y a le vieux père Peskov qui a sa motion, mais d'abord, avant sa motion, moi, vraiment, je tenais à poser cette question aux Amazones du PPACI, en fait. Bon, aux Amazones de l'opposition. Voilà. Moi, je ne sais pas, hein, mais vous avez vraiment une culture politique vraiment très avancée. Moi, sincèrement, je suis tellement fier de vous. Je suis tellement fier parce que quand vous parlez... Tu as remarqué, non? Tu as remarqué, non? Tu as remarqué? Ouais. C'est très remarquable. Vous parlez à la Côte d'Ivoire, vous parlez aux personnes qui ne connaissent, qui n'ont pas connu l'histoire de la Côte d'Ivoire. Les personnes qui viennent de nous prendre en marche. Voilà, les personnes qui pensent que la Côte d'Ivoire a commencé sous le président Alassane Ouattara. Et moi, vraiment, je suis fier et puis je prie Dieu et que vous continuez toujours dans cette lancée-là. Il faudrait qu'on soit toujours aux côtés de la vérité. Parce que quand tu es aux côtés de la vérité, tu as beaucoup de choses à dire, tu as beaucoup de personnes à éclairer. Et vraiment, merci aussi pour votre mobilisation au niveau de Paris, au niveau de la France. J'appelle encore à tous, comme Dame Étoile l'a dit, tous ceux qui sont encore réticents, de les rejoindre. Voilà, de les rejoindre et aussi de continuer la lutte en fait. Actuellement, là, il reste que 2 mois, 3 mois et puis la souffrance de la Côte d'Ivoire, là. On va bannir ça du revers de la main. Tous les exilés vont rentrer. Il y a la dame Sika qui a dit ça fait 25 ans. Elle vit en France, elle veut retourner au pays. Mais aujourd'hui, elle a la peur au ventre parce que en Côte d'Ivoire, on dit la liberté d'expression existe, mais c'est la liberté après l'expression qui n'existe pas. Donc, vraiment, tout le monde a peur. Mais je crois que tout ça va prendre fin très, très, très bientôt. Monsieur Peskov, vous avez votre motion rapidement. Vieux Peskov, vous êtes là? Je dis bonjour aux Amazones. Je suis là. Je voudrais dire bonjour aux Amazones et leur dire beaucoup de courage. Et que nous allons nous voir tout de suite, je veux dire quoi, à la place de la République. Et c'est un avant-goût du discours qui va se passer là-bas. Pour tous ceux qui écoutaient, n'hésitez pas, venez à la place de la République. Parce qu'il y aura des discours poignants. Nous allons vous expliquer, en tout cas, ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays. Et puis, en plus de cela, ces femmes ont une culture politique qui n'est pas comme ces gens-là qui viennent raconter n'importe quoi. On a tapé celui-là, on a tapé celui-là. Vous avez écouté ce bonhomme-là quand il était à la place de Stalingrad. On a frappé hier, on a frappé aujourd'hui. Ça, c'est pas un discours. Ça, c'est des discours des enfants. Voilà. Mais là, vous voyez la dame, cette dame-là, étoile filante, elle tient un discours juste, fort et bien. Venez. Les guerrières sont là. Elles vont vous donner un coup. Elle a donné un petit coup de politique, tout de suite. C'est ça que nous voulons. Merci beaucoup. À tout à l'heure. Il y a Momo. Je voulais faire une motion. Bon, parce que parlant du bilan aussi, je vais vous dire ici, je mets à l'épreuve tous les militants du parti au pouvoir qui vont venir prendre la parole ici. Qu'ils me disent une chose que le président a promis pendant la campagne électorale en 2010 et qu'il a fait. Voilà, c'était ça ma motion. Ok, super. Je crois qu'ils sont là, ils vont répondre. Monsieur Momo, vous êtes là?
Ouais, je suis là, même si je travaille en même temps. Je suis là, j'écoute tout ça. Et... Vous pouvez vous prononcer un peu. Ouais, elles ont dit, bon, il y a tellement de choses qui ont été dites. Je me garde parfois de pas répondre aux femmes et tout ça. Ceci étant dit, j'aimerais dire à mes amis de l'opposition qui sont... Tu as quelqu'un qui est misogyne. Là, nous sommes dans un débat intellectuel, ce n'est pas le sexe. Maman, écoute-moi. Tout à l'heure, quand on faisait le débat ici... comportement de Bina, là. Parce que vous allez venir nous frapper les beignets. On est en politique, tu peux t'exprimer, mon frère. Écoute, déjà, quand je dis, je n'aime pas trop... Parce que parfois, sur des panels, quand il y a trop de contrastes, parfois ça va en vrai. Et moi, je me garde de mal parler à une femme, quoi. C'est pour ça. Sinon, je peux vous répondre. Vous avez tellement dit... On peut s'exprimer sans mal parler, mon frère. Ok, il n'y a pas de souci, maman. Je vais parler. En fait, quand vous parlez, je sens que vous avez une certaine admiration pour le président Ouattara. En fait, vous pensez que c'est un dieu, c'est un génie. En gros, c'est ce qui ressort de... Madame Zika, est-ce que je peux parler, s'il vous plaît? En fait, c'est ce qui ressort dans vos interventions. Vous voulez que la Côte d'Ivoire ressemble à Paris, à Dubaï, c'est très bien. Mais le président Ouattara n'est pas un dieu, frère. La Côte d'Ivoire, Abidjan ne peut pas ressembler à Rouen en 15 ans. Je comprends ce que vous dites. Vous espérez que le président Ouattara fasse mieux. C'est louable. Parce que vous avez de l'admiration cachée pour lui. Et je comprends ça. Mais ce que vous devez savoir là, le président Ouattara est au pouvoir depuis 15 ans. Et la France existe depuis des siècles. Et donc ce que le président Ouattara a fait là, si demain, par miracle, par extraordinaire, un autre président vient en 2030 et que la personne fait un peu de ce que le président Ouattara a fait, vous verrez dans 100 ans où on va être. Vous verrez dans 100 ans. Étoile Filante a dit tout à l'heure que on veut des présidents qui vont construire des usines. Maman, je comprends. Je comprends ce que tu dis. C'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est premier transformateur mondial de fèves de cacao grâce au président Ouattara. On vient juste d'inaugurer une usine de transformation de cacao. Excuse-moi, monsieur Léo. Tu sais, j'aime pas quand on interprète mes propos et quand on les sort de leur contexte. S'il n'a pas compris, qu'il me pose une question, je vais lui répondre. Monsieur Vibe a dit que Abidjan est joli. Coupe ton micro, s'il te plaît. Ça fait écho. Il a dit que Abidjan est joli et que ça ressemble à une ville, une petite ville de France. C'est pour ça que je lui ai dit, la Côte d'Ivoire, là, c'est 322 462 km². Abidjan, c'est la capitale économique. Donc, partant de ce fait-là, si on doit comparer Abidjan dans un bilan inattaquable, on devrait comparer Abidjan à Paris, parce que Paris, c'est la capitale économique de la France. Si tu prends la capitale économique de notre pays et que tu compares ça à une petite ville de France, ça veut dire qu'on n'a pas avancé, au fait. Peut-être si tu me disais, Mans ressemble à Rouen, je t'aurais compris. Mais tu ne peux pas venir dire que nous, notre capitale économique, ce qu'on appelait Petit Paris avant, ressemble à un petit village de France. Mais c'est péjoratif. C'est de ça que je parle. C'est de ça que je parle. C'est ce que j'ai dit. J'ai compris parfaitement ce que vous dites.